Lights, camera. Bonjour à tous et bienvenue à On Jase de film. Mon nom est Guy Saint-Cyr et à chaque émission, je vais recommencer ça. Prends ton temps. Oui. Bonjour à tous et bienvenue à On Jase de film, un podcast où je m'entretiens avec un invité ou une invitée de ses goûts en cinéma, 3 coups de cœur, 3 films que la personne aime, un film détesté et un plaisir coupable, quelque chose d'un peu quétaine ou quelque chose qui a été mal reçu publiquement ou critiquement. Et que l'invité aime. Mon nom est Guy Saint-Cyr et aujourd'hui, mon invité est Dom Massy. Salut Dom, comment ça va? Le début de Terminator. Quoi que je pense, j'aime mieux la musique de Robocop. Que dire de plus? Que chanter de plus? Dom, t'es humoriste. Yes! T'es dans le duo Les Picbois avec Maxime Gervais et parfois Julien Bernatchez. Ben oui, souvent Julien Bernatchez. Plus qu'autrement. C'est ça, vous faites des spectacles à thématique. Vous avez souvent dans de la parodie de films ou le cinéma est très influent sur votre humour. Il y a beaucoup de références. C'est pas tant de la parodie. On a fait un peu de parodie, mais c'est plus beaucoup comme un peu comme, je pourrais pas dire, mettons, t'es Naked Gun, parce qu'on va en parler plus tard. On va en parler tantôt. C'est pas une parodie, mais c'est une pastiche. Je te dirais qu'on faisait des pastiches. Oui, je me rappelle du Clown Robot qui est un peu un pastiche de AI puis de tous ces films-là avec des robots. Ouais. Un peu, c'était le film noir amené dans science-fiction par Blade Runner, puis plein de clichés, la femme fatale qui s'appelle Jasmine. Et le grand méchant, c'est un grand propriétaire d'une garde multinationale, le seigneur Tétarkan. Super. Dis-moi, Dom, c'est quoi ton premier rapport avec le cinéma? C'est né comment ton amour pour Star là? Ah ben c'est super cool. En fait, toi tu le sais parce que c'est la deuxième fois qu'on enregistre ensemble. Mais je voulais pas le dire. Ah ouais, ben c'est pas grave, c'est pas de ta faute. Mais c'est pas grave, ça fait partie de la vie. J'ai eu des problèmes avec une clé USB, là, puis bon. Fait que c'est né comment ton amour du cinéma? Oui, c'est quand on était jeune, j'ai 2 frères, un frère plus vieux de même pas 2 ans, qui s'appelle François, et un frère jumeau qui s'appelle Guillaume. Donc, mes parents ont eu 3 enfants très rapprochés, 3 bébés en même temps. Et mon père était architecte, donc il avait ses fins de semaine. Et ma mère, il est encore architecte, et ma mère travaillait, était infirmière, et donc une jeune infirmière qui pouvait travailler la fin de semaine comme la semaine. Mm-hmm. Et je pense une fin de semaine sur 2, elle devait travailler. Puis mon père se retrouvait avec 3 jeunes garçons avec plein d'énergie. Ouais. Puis je pense pas qu'on était si pire. Mon frère François, je me souviens qu'il était particulièrement gentil et intelligent. Mais Guillaume puis moi, on était peut-être un petit peu plus coquins, comme on pourrait dire. Puis je me souviens que par après, j'ai comme compris que c'est ça, mais il y a une fin de semaine que mon père nous avait, qui a décidé d'aller acheter un VHS. Ça n'existait pas dans nous autres. Moi, je suis né en 84, fait que ça devait être ancien. Fait que ça devait être en 88, à peu près 88. Il a été, je me souviens de la place encore, tout. Il a été acheté un VHS qui avait loué Superman pour nous autres. Fait que cette journée-là, il l'avait mis, il était peut-être 1h de l'après-midi. On l'a écouté 3 fois jusqu'à temps que notre mère arrive de travailler brûlée. Être infirmière, c'est déjà difficile à l'époque. Là. Ça a toujours été des jobs que je n'ai que d'admiration pour vous, et encore plus en ce moment dans ce conflit-là. Le terme héros et héroïne n'est pas surfait. Là. Vous êtes vraiment... C'est incroyable à quel point on vous est... Nous sommes vos obligés. Bref. Oui. Et ça me marquait à vie. Superman me marquait à vie. J'ai encore le frisson quand j'entends la première chanson du film, qui n'est pas le thème de Superman, qui est la chanson de la planète Krypton, qui est un long travelling dans l'espace, une planète. Et moi, je vais me souvenir toute ma vie de ces images-là qui étaient un petit peu embrouillées aussi volontairement pour avoir une espèce de ton fantasmagorique, je ne sais pas si ça se dit. Oui.
Et ça m'a marqué, la couleur du costume de Superman, les scènes dans New York, comment la photographie. C'est un film de Richard Donner et j'ai 35 ans et j'aime encore énormément Richard Donner. Très bon Oui, réalisateur. c'est un très bon réalisateur qu'on ne va pas nommer souvent comme un bon réalisateur, mais il sait exactement ce qu'il fait. Moi, je suis un gros fan de la série Lethal Weapon. Le 1 et le 2, je les adore. Même le 3 et le 4, je les aime bien, même s'ils sont racistes un peu, mais bon. Il faut passer à travers certains. Mais il a réalisé aussi qu'est-ce qu'il a réalisé d'autre? Voyons, Richard Donner, il a réalisé les Goonies. Goonies, c'est ça que je cherchais. Et dernièrement, j'ai vu un de ses derniers films qui s'appelle 16 blocs. Et c'est vraiment bon. C'est Bruce Willis, c'est pas un Bruce Willis qui s'en calisse, mais c'est un film qui doit avoir 15 ans déjà. Je crois que c'est le dernier film qu'il a réalisé. Ou sinon, il a réalisé un film dans le voyage dans le temps qui a été tourné à Montréal, mais je pense que ça a été même tourné avant ça. Mais c'est avec Mos Def puis Bruce Willis. Bruce Willis qui fait un policier alcoolique, fini par la vie, complètement désabusé, détruit, tout le temps sous. Puis le film, c'est qu'il faut qu'il aille conduire un témoin qui est incarcéré en ce moment, un témoin clé dans un procès. Puis il faut qu'il aille le reconduire parce qu'on pense qu'il pourrait se faire, qu'il pourrait avoir des atteintes à sa vie. Puis seulement, il faut juste qu'il passe 16 blocs, 16 rues pour se rendre au palais de justice. Puis c'est ça le film, mais c'est vraiment bon, c'est prenant. C'est un réalisateur qui est vieux puis qui n'en a pas perdu, un peu comme George Miller des Mad Max. Là. C'est des vieux réalisateurs qui n'en ont pas perdu, là, qui sont encore capables de nous apprendre comment faire des films. Donc ça, c'était ma première expérience contact avec un film. Et ma première expérience au cinéma, je m'en souviendrai toute ma vie, c'est en 89, l'été 89. On était des gros fans de Ghostbusters, parce que le deuxième film qu'on a vu, c'est Ghostbusters. Et Ghostbusters, mes frères et moi, on l'a écouté encore plus souvent que Superman. Ma mère nous concoctait des sacs à dos de Ghostbusters avec un tuyau d'aspirateur, puis un sac à dos, puis nous autres, on se promenait dans la maison, puis on capotait, puis à chaque Halloween, on voulait se déguiser de même. Et à un moment donné, on avait vu, mes parents écoutaient, je ne sais pas pourquoi, un réseau américain, puis il y avait une bande-annonce de Ghostbusters 2. Nous autres, moi j'ai 5 ans, 89, à peu près 5 ans, peut-être 4 ans et demi, 5 ans. Et mon frère est un peu plus vieux. Et on reconnaît nos personnages, on reconnaît que c'est Ghostbusters, même si c'est en anglais qu'on ne comprend pas, on reconnaît ça, c'est un visuel assez fort, puis on comprend qu'il y a un deuxième Ghostbusters qui sort, mais moi, j'ai aucune idée si ça va sortir quand, ça, tu sais, Et 2 semaines plus tard, mon père, il est encore tout seul avec nous autres, c'est un week-end, puis il lave son auto, puis là, il dit « Hey, on va aller faire un tour d'auto, je viens de laver mon auto ». Ce qu'il faisait des fois de temps en temps, puis nous autres, on haïssait ça, des tours d'auto. Après coup, on a compris que c'est pour nous gérer un peu, là. Pendant ça, là, on était attachés. Puis là, on s'en allait dans le coin du centre-ville. C'est mon frère François qui a comme eu le déclic. Hey, on s'en va au centre-ville, on s'en va pas loin du centre d'achat où c'est qu'il y a le cinéma. Ça va voir Ghostbusters 2. Man, la plus belle surprise de ma vie, je m'en souviens encore. Wow. On était dans la salle, c'est la salle numéro 1 du cinéma de Valleyfield où c'est que j'ai travaillé. Il n'y avait pas beaucoup de monde parce que je crois que c'était le samedi après-midi, il faisait beau, une belle journée d'été. Et il y avait 2 geeks derrière nous autres. Puis je m'en souviens, mon souvenir, c'est qu'ils ressemblaient aux gars des bandes dessinées, dans Simpson. Les 2 gars. Puis là, quand ils nous avaient vus, ils faisaient « Ah, ben c'est ça, le Ghostbusters, c'est rendu un film de bébé. » Puis, tu sais, l'image que j'ai d'eux a changé avec le temps, c'est sûr, mais on se souvient qu'il avait dit ça. Puis mon père, il avait fait juste, on va écouter les pas, puis tout. Puis il y avait, à chaque fois que Vigo sortait de la toile, si on se souvient bien, la chasse comme une toile d'un sorcier, un cruel, un despote. Puis des fois, il sortait sa face, puis hey, ça me terrifiait, j'allais sur les genoux à mon père. Ça, c'est mon plus vieux souvenir dans un cinéma. Puis depuis ce temps-là, c'est une passion que je ne peux pas comprendre parce que mes 2 parents ils aiment beaucoup la lecture, la musique. Mais le cinéma, il n'y avait comme pas de temps vraiment mon père, il n'a jamais tripé tant que ça. Il avait vu les classiques, mais ma mère, elle aimait ça, même année, avec la job, 3 enfants, une maison et tout. Je l'ai comme nourri tout seul, cet amour-là du cinéma, mais mes parents m'ont aidé parce qu'ils m'achetaient des dictionnaires de médiafilms à chaque année. Là-dedans, c'est marqué, mettons, si le film était coté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 étant un chef-d'œuvre, 7 étant un médiocre. Mais il y avait aussi la liste de qui le réalisateur. Puis ça, à la fin du dictionnaire, tu peux aller voir tous les films que. Scorsese, j'ai connu comme ça. Les frères Coen, je les ai connus comme ça. Tarantino, moi, je suis à l'époque où tout le monde parlait de Tarantino à cause de Pulp Fiction. Donc, lui, ça n'a pas été difficile de le découvrir. Mais là, après ça, j'ai découvert plein de réalisateurs, réalisatrices que, tu sais, sans ce dictionnaire-là, je ne les aurais pas connus rapidement, du moins.
Puis ça m'a jamais lâché. Encore aujourd'hui, j'écoute un paquet de films. J'ai encore hâte quand, mettons, Scorsese sortait, The Irishman. Tellement. J'avais hâte. Je me suis levé tôt ce matin-là pour l'écouter. Sur Netflix, pareil comme le film Uncut Gem. Oui. Gem, Ouais. qui est Adam Sandler, que tout le monde disait que c'était la performance de l'année. J'avais tellement hâte de l'écouter. Je l'écoutais à 5 heures du matin. Et je pensais l'écouter en 2 parties, peut-être à cette heure-là, puis je l'ai écouté d'une shot. Puis à midi, je me suis relevé, puis je l'ai réécouté. C'est tellement un bon film, pour vrai. En fait, j'aurais dû le mettre dans ma liste, mais... Je suis en train de réfléchir à ma liste des films desquels je vais parler. En épisode 0, je pense que ça va être celui-là, pour vrai. Je pense qu'il va être là. Ouais. Faudrait que je voie l'autre film. Ben, ils ont réalisé combien d'autres films? Il y en a 2, 3. 2, 3. Mais... ouais, l'autre, il est sur Netflix aussi. Ouais, qui est avec Robert Pattinson. Ouais, c'est quoi donc? J'ai complètement oublié le titre. Mais c'est pas grave. Fait qu'on va se lancer dans ta liste, Dom. Le premier film dont on va parler aujourd'hui, c'est un film qui, encore là, j'imagine, est relié d'une certaine manière à ton enfance. C'est Les Gremlins de Joe Dante. J'ai aimé que tu parles de Richard Donner. Parce que je trouve que c'est deux gars qui ont un parcours qui se ressemblent un peu. Je trouve que c'est deux personnes qui ont fait des gros films qui s'adressent peut-être à un public plus jeune, mais qui nous ont amenés à découvrir le genre, qui nous ont amenés à aller vers des trucs d'horreur, des trucs qui pouvaient nous rendre inconfortables, mais qui n'ont pas les carrières qui méritent peut-être ou les carrières qu'ils devraient avoir. Maintenant, Joe Dante, c'est-tu Joe Dante ou Joe Dante? Je me suis jamais comment le prononcer. Moi, j'ai toujours entendu Dante, mais ça se peut que ce soit Joe Dante. Ben, mettons Joe Dante. Maintenant, il réalise des films en banlieue de Montréal qui passent dans le beurre, malheureusement. Puis, il y a encore un grand talent. Moi, Gremlins est étrange. Ah, puis tu le comparais à Richard Donner. Et dans les deux cas, c'est un réalisateur qu'on a souvent associé ses films à Spielberg. Oui, tout à fait, c'est la même vague. D'ailleurs, c'est la même vague, mais Spielberg a produit Gremlins, puis Spielberg a coécrit et a produit The Goonies. Puis je me souviens, dans un oral d'anglais en secondaire 2, il y avait une question Who is the directors of Gremlins? Puis dans le texte, il disait que c'était Steven Spielberg, puis c'était pas vrai. Fait que moi, j'avais écrit Is Joe Dante, puis j'étais pas bon en anglais parce que je suis dyslexique, qu'est-ce qui est là? Mais j'ai jamais coulé un cours d'anglais ni un cours de français. Is Joe Dante, but Steven Spielberg produced the movie. Fait que la prof d'anglais était venue me voir, Manon Leclerc, elle m'a dit tu as bien compris la question, puis en plus, tu as détourné le texte. J'ai été vérifié, bravo, elle m'a donné un point de plus. Ah, c'est cool, c'est une belle histoire. Mais Gremlins, j'ai une drôle d'anecdote pour le premier visionnement que j'ai eu avec lui. C'est pas ce que je retiens de ce film-là, parce que Gremlins, je l'ai vu à peu près à l'époque que il est sorti en 84, moi je suis né en 84, je l'ai peut-être vu en 90, là, 89, là, par location. Moi, c'était une location, c'était la fin de semaine des régates de Valleyfield. Apparemment, je trouve que c'est une mauvaise date pour écouter les Gremlins. Parce que je trouve c'est un film de Noël, non? C'est un film de Noël, tu sais, ça se passe durant le temps des fêtes. Et c'était en après-midi. Puis moi, je me souviens que j'ai toujours préféré les films, pas les films, mais les jours de pluie, que les jours de soleil, parce que les jours de pluie, on allait louer des films. Puis là, cette journée-là, il mouillait. Fait qu'on était loué Gremlins, puis quand on est revenu, il recommençait à faire beau, puis ça me faisait chier. La qualité du film est moins belle parce qu'il y a le soleil qui rentre dans le salon. Bien sûr. Et là, mon père était au régates de Valleyfield toute la fin de semaine. C'était comme l'entente qu'il y avait avec ma mère. Parce que c'était comme un incontournable à Valleyfield. Les régates, c'est comme la fin de semaine de l'année. Ma mère nous gardait, fait qu'on écoutait ça. Et quand mon père qui rentre vraiment plus tôt, les régates, absolument, il rentre, mettons, à la fin des courses, peut-être à 7h, 7h30 du soir. Là, il est 4h30 de l'après-midi. Il rentre, il est comme, tu le vois, qui est comme troublé. Et nous autres, on a comme, je sais pas, plein de fenêtres qui donnent sur l'entrée, fait qu'on le voit arriver comme qui marche, puis on le voit qui est troublé. Puis là, ma mère, elle le voit tout de suite, elle est instinctive, elle dit, mon Dieu, Serge, qu'est-ce qui se passe? Il y a un homme qui s'est fait couper la tête. Ouais. Il y a un homme qui s'est fait couper la tête, man. Puis c'est malheureusement une autre. Si ça l'arrive aux régates dernièrement, il y a quelqu'un de Valleyfield qui est décédé comme ça, malheureusement, un jeune père de famille. C'est comme on dirait que c'est des choses qui arrivent à Valleyfield qui sont horribles, qu'on sait qu'il va réarriver, puis en tout cas,
Moi, ça m'avait marqué parce que c'est une des premières Bien sûr. expériences avec la mort que j'avais connue parce qu'un petit peu plus jeune, mon grand-père était décédé, puis la deuxième, c'est ça. Puis j'avais Mhm. compris c'était quoi se faire couper la tête, genre. Puis après ça, le Ouais. monde avait le fil, se passait des vidéos. C'est qu'on voyait l'accident. Mais pas de manière, tu sais, c'était pas du. Je sais pas comment le dire, c'était pas du. Tu sais, du voyeuriste, peut-être un peu, mais parce que la qualité de l'image n'était pas assez bonne, c'était juste pour comprendre comment ça se passait. Puis le monde se disait, hey, j'étais là, je répète, regarde, tu me vois, là, c'est moi qui est là. Hey, regardez, là, moi, je suis juste là. Là. Puis, en tout cas, Ah ouais. fait que ça a été longtemps, mon souvenir de Gremlins, ça a été comme associé à ça. Colin, ça donne le goût de le revoir après ça. Oui, mais j'ai toujours aimé ce film-là, mais je sais pas pourquoi, Ouais. j'avais plus vu le 2. Le Mhm. 2 qui est vraiment le fun aussi, je trouve, qui a eu une mauvaise critique à l'époque, puis qui a comme gagné ses galons depuis, qui est encore réalisé par Joe Dante, puis le fun, la Mhm. production du 2, je sais pas si on peut en parler tantôt, mais Oui, bref, ben oui, allons-y. mais mon amour de Gremlins, pourquoi j'en parle cette année et tout, je l'ai redécouvert chez un de mes amis, Jean-Sébastien Hallé, il y a peut-être 5 ans, dans le temps des fêtes, et non, on écoutait ce film-là, et je sais pas pourquoi je l'avais pas écouté encore, il y a tellement de films dans la vie que des fois on en perd, et j'ai été fasciné à quel point que ce film-là est bien réalisé et bien Mhm. raconté, un peu comme un Mad Max Fury Road, aussi que l'histoire est racontée par image, par succession d'actions, et non nécessairement par des dialogues. Tu sais. À un moment donné, ça fait comme dans Gremlins, je n'ai pas besoin d'expliquer l'histoire, je pense que tout le monde connaît le C'est assez principe simple. du Moa, puis en tout cas, le Moa, le Gizmo, c'est un Ouais, les Moai, gizmos, c'est quand ils un sont. Moai, Ouais. puis ouais, c'est ça, quand ils font arroser, sinon, s'ils mangent, en tout cas, il y a plein de règles qu'il faut. Il y a 3 règles principaux qu'il ne faut pas enfreindre, sinon ça va donner des gremlins qui sont nocifs. Et pendant une demi-heure, ou si c'est pas 45 minutes, c'est juste des gremlins qui sont des marionnettes Ouais. qui foutent le bordel d'un cinéma qui est très méta, parce que techniquement, on l'écoute dans le Uh-huh. cinéma, qui foutent le bordel dans un bar, dans la ville, durant le temps des fêtes. C'est le chaos. Même, il y a une mère qui tue un des gremlins dans un blender. Il y a du sang de gremlins partout vert dans la maison. C'est le chaos. Ça fait juste crier. Ça fait juste des sur de la musique. Et tu fais, ben, je m'emmerde pas. Il n'y a pas une seconde que je m'emmerde. Je suis fasciné par ce que je viens de voir. Et je suis fasciné par fasciné par la prochaine scène que je vois. Tout est vivant, tout est chaotique, mais c'est des marionnettes. C'est des milliers et des milliers de marionnettes. Le film en lui-même est un hommage au cinéma, la ville euh, où se passe l'action. Je pense que la ville dans The Wonderful Life, c'est le même nom de la Ah ville. ouais, ok, je savais pas. Quand il court dans la ville au début du générique, puis là, c'est la chanson It's Christmas. Da, 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 da. Billy court pour aller à sa job, passe devant un cinéma, puis dans le cinéma, il y a une marquise qui s'est marquée Fire in the Sky, qui est le premier court-métrage de Spielberg qu'il a réalisé quand Ah il était ouais. jeune. Il y a plein, plein, plein d'hommages au cinéma comme ça. Et c'est un film que moi, j'aimerais voir hommagé dans un autre film à un moment donné, parce que c'est tellement C'est bon, sûr. c'est tellement unique. Et j'ai eu la chance, et je suis retombé en amour cette année avec Gremlins, parce que durant le temps des fêtes, ils l'ont rejoué au Banque Scotia, version originale, pellicule, en anglais, et le plaisir que Julien et moi on a eu en écoutant le film Hey, sur le grand ça écran. doit. Et la musique est bonne, le son est bon. La musique, là, c'est un verre d'oreille. Na, 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 na. Et c'est un classique. Moi, je trouve que c'est un classique incroyable que je vais avoir du plaisir à écouter avec mes enfants. Si j'ai des enfants un jour, je vais avoir du plaisir à écouter ce film-là, à leur faire découvrir ça. Et comme tu dis, c'est tellement un bon pont pour les enfants pour découvrir c'est quoi un film d'horreur, c'est quoi des monstres, c'est quoi la créature dans la nuit. Tu sais. Sinon, toi, Dom, c'est quoi? T'as-tu une anecdote de ton pire cadeau de Noël? Parce que bon, Gremlins, c'est un film de Noël, c'est un enfant qui reçoit carrément le cadeau de Noël le plus dangereux. Là. Ça peut tuer toute sa famille. Ça a été quoi, toi, un cadeau que t'as fait? Oh, oh non, pas ça, là. Un gros, gros Doberman, puis j'avais fessé les gosses de même. Non, moi, j'ai toujours été. On était gâtés beaucoup. Là. J'ai eu pas à- On était pas surgâtés. Je pense que mes parents avaient la conscience de ne pas faire des enfants trop. Mais on manquait de rien. Donc, non, j'ai pas eu un cadeau qui. Je me souviens d'un cadeau de fête qui m'a fait vraiment beaucoup plaisir de mon frère François, qui était Ouais. l'album Oh Brother, Where Art Thou?
la trame sonore du Ah film ouais. des Coens. J'ai écouté, réécouté. J'ai eu plein de beaux cadeaux. J'en ai trop. Je pourrais même pas le dire. Une année, on était tout petits, on a eu des talkie-walkie jaunes, là, puis mes frères n'arrêtaient pas de se parler, mais on était juste à côté, là. Mais tu sais, c'était le plaisir d'avoir ça. Je me souviens de l'odeur électrique qu'il y avait. Oui. Puis toi, Bon, cette paire de lunettes-là, j'imagine? non, c'était pas un cadeau de Noël, ça, c'était mes propres achats. Et là, alors, Des ça, c'est pas lunettes, belle. ouais. C'est gentil. Un mauvais cadeau de Noël. C'était peut-être pas un cadeau de Noël, je pense que c'était un cadeau de fête. Mon grand-père m'avait donné une carte. Tu sais, je devais avoir 16-17 ans. Là. C'était clairement une carte à l'époque qui était dédiée à une fille. Je pense même que c'était marqué à notre petite fille. Fait que je pense qu'il avait juste récupéré une vieille carte de fête qu'il y avait dans ses Voyons affaires. donc. Puis il avait, On dirait un puis il gars avec avait les mis 5 Simpsons. piastres. Puis il avait mis 5 piastres là-dedans. Mais Puis c'est il drôle, m'avait dit, bah, dépense pas tout ça à la même place. hein. On tient pas aux mêmes places. Non, mais par contre, là, je sais pas pourquoi c'est ce cadeau-là qui me revient en tête, mais un cadeau que j'avais trouvé vraiment le fun. Un peu comme tes talkie-walkie quand t'étais petit, c'était vers à peu près 4-5 ans. À Noël, j'avais reçu des lampes de poche. Puis tu pouvais mettre des pellicules d'acétate dedans. Fait qu'il y avait des formes, puis là, tu pouvais éclairer le plafond, puis là, tu voyais des scènes de films de Disney, là, juste une image d'un film de Disney que tu pouvais projeter au Ah, mais plafond. c'est cool, ça, ouais. C'était vraiment cool, mais ce que je me souviens, c'est que si tu faisais tourner ça assez vite, la lumière créait une espèce de halo. Puis ça m'avait fasciné que la lumière pouvait créer des formes. Puis je sais pas pourquoi je repense à ça, mais T'avais pas pensé à un art en particulier qui t'appellerait le le cinéma, sida, mais et c'est pas grave. voilà. Ouais, puis le... Pardon? Non, non, je suis comme déçu, moi je pensais qu'il s'arrêtait une affaire de Batman, et que tu mets, puis là t'as le bat-signal, tu sais. Non, c'était plus des affaires de Disney. Non, Batman, c'est venu dans l'enfance aussi, là, comme tout le monde, mais non, ça n'avait pas malheureusement de lien avec Batman. Si on passe maintenant à ton prochain film, qui est une comédie, on en a parlé tantôt, on l'a déjà mentionné, fait que c'est pas un spoil, c'est Naked Gun de David Zucker, Oui, film de 88, avec Leslie Nielsen, O.J. Simpson, et oui. autre temps, autre mœurs. Mais qui faisait un bon duo, Leslie Nielsen et O.J. Simpson. Ouais, ben avec aussi Ed, celui qui jouait Ed, je me souviens pas de son nom. C'est-tu George Ouais, c'est George Kennedy? Kennedy, Ouais, qui ok. avait gagné un Oscar pour meilleur acteur de soutien dans Luke Cole Hand. Cole Hand Ouais, Luke? Cole Hand Luke. Ben, tu sais, ça, je suis dyslexique, mais ouais, avec Ouais, ouais. Paul Newman, puis lui, il avait gagné l'Oscar du meilleur acteur de Ah soutien. ouais. Mais c'est. C'est- Oui, excuse-moi. Oui, non, mais ça, la question c'était ça raconte quoi, Naked Gun? C'est quoi l'histoire ou qu'est-ce qui te marque de ce film-là? Eh bien, c'est la. À l'époque, je ne le savais pas, maintenant je le sais, puis j'ai vu la série. C'était le film d'une série télé qui parodiait les séries télé de l'époque policière, un peu à la Mhm. Colombo. Moi, je vous dirais qu'il y en a sûrement d'autres, mais de ce que moi j'ai vu de l'époque et de la série télé, moi je trouvais que ça ressemblait un peu à Colombo. C'est une enquête avec une narration. Tu vois le meurtre au début, puis après ça, il y a l'enquête. C'est toujours Frank Drebin et Leslie Nielsen qui Mhm. enquête. Et c'est à peu près la même brigade de police. Je ne crois pas que O.J. Simpson était dans la série, mais la série n'a pas connu un succès. Et je ne sais pas qu'est-ce qui a amené à faire un film, parce qu'à l'époque, je ne sais pas si le phénomène de film culte par après une sortie existait. Il y a eu ça avec, mettons, Blade Runner. Ouais. Mais non, mais Blade Runner, c'est un film qui a connu le succès après. Mais une série qui n'a pas connu le succès, puis un film, je ne sais pas qu'est-ce qui a amené le film, mais ça a été écrit par les frères Zucker, plus Mhm. Jim Abraham. Et ce que j'adore de ce film-là, euh, c'est un film que je me tanne pas d'écouter après, sûrement, ça doit faire depuis, je sais pas, 88, j'ai dû voir ça en 90. Tu sais, ça fait 30 ans que je vois ce film-là. Là. Mhm. T'as ça, le calcul, oui. Ouais, Ça, 88, ouais. ça fait 30 ans que je vois ce film-là chaque année et ça fait 30 ans que je ris, je remarque d'autres blagues ou que j'apprécie même d'autres blagues et je ne me tanne pas. C'est le génie aussi de Leslie Nielsen. T'en as pas deux. Tu sais, t'as Ouais. des acteurs que tu peux pas remplacer. N'importe qui me dirait, hey, on va faire un remake de Naked Gun et tabarouette,
tu vas te planter. Ouais. Tu vas te planter, tu n'as pas le choix de te planter, tu ne peux pas faire un remake de ça. Comme tu me dis, puis l'ont fait, ils sont plantés, un remake de Pink Panther. Tout à fait. Le génie Peter Sellers, il ne s'imite pas, il ne se réinvente pas, il faut que tu ailles un autre personnage, il ne faut pas que tu ailles là-dedans. Et Leslie Nielsen ne sera jamais détrôné du meilleur Frank Drebin qu'il n'y a pas. Là. Qu'est-ce qui. Tu dis, ça fait 30 ans que tu le vois. C'est quoi l'influence de Naked Gun sur ton humour? C'est souvent, ouais, c'est une excellente question. Des fois, le gag n'est pas dans ce qu'on voit, mais dans ce qu'on sait. Et Ouais. ça, on le fait des fois. Le gag n'est pas sur scène, mais on sait qu'il existe. Oui. C'est ça le génie de Naked Gun, c'est de pas surenchérir une blague et des fois la surenchérir. D'avoir ce bon dosage-là. Par exemple, voilà, une de mes scènes préférées, en gros, il n'y a presque pas de gag. C'est quand il rencontre le méchant, que nous, on sait que c'est le méchant, mais pas lui. Et c'est juste des dialogues un peu vides entre les deux. Puis, lui, il se posait de faire attention à un crayon impérial qu'il a dans les mains. Puis là, le gars savait que là, finalement, puis il lui dit, là, c'est super évident. Il dit, prenez ce crayon impérial chinois. Il est indestructible et résiste à tout, sauf l'eau, bien sûr. Derrière, il y a un aquarium. Là, il présente tous ces poissons qui sont super chers, dont un piranha. Puis là, tout le gag est mis lentement. Là, Ouais. avec des dialogues creux. C'est pas d'un dialogue qui est drôle. C'est tout quand tu vois le setup. Et là, évidemment, le crayon se retrouve dans l'eau. Là, lui, il faut qu'il aille le chercher. Il y a toute la manche mouillée. Puis lui, le méchant, il regarde au loin. Vous savez ce qu'il y avait à l'époque, là? Puis pendant ce temps-là, le piranha lui mord le nez, puis fait juste oui, bien sûr, vous le savez. Une orangerelle. Mais il n'y a rien de drôle à voir. Puis après ça, ils vont fouiller l'appartement, puis tout ce qui vaut cher, tu le vois se faire péter, puis tu le sais, là. Tu peux dire 1, 2, 3. Mais c'est fait tellement qu'intelligence, c'est remarquable, c'est bien joué, c'est lumineux. Puis en plus, il y a des choses, des hasards de la vie qui rendent un film encore meilleur. Par exemple, ils prennent du Randy Newman pour la partie Oui. de baseball à la fin, qui est à Los Angeles, un super beau stade, une super belle journée. C'est Randy Newman qui chante la séquence, c'est I Love LA. Oui. Et, Randy Newman, c'est le gars qui a fait la trame sonore de De Toy Story. Toy Story ou Short People. Comment tu peux pas l'aimer ça? Ça Ouais. fait du bien. C'est comme un film qui fait du bien à chaque fois qu'on l'écoute. Puis t'as-tu un gag, justement, que avec les Picbois, tu t'es dit, hey, ce gag-là, j'ai l'impression de toucher un petit peu à du Naked Gun en l'écrivant. Ah, ben oui, on a fait une série, on a fait un show qui s'appelait La science-fiction des Picbois. Oui. Et c'était une enquête qui se passait sur la Lune. Et on suivait l'inspecteur Mangouste. Et sans que ce soit Frank Drebin, il y avait beaucoup d'emprunts à ce personnage-là. Par exemple, l'assurance, mais il est super assuré, Frank Drebin. Il est tout le temps sûr de lui, mais il est imbécile, il fait toujours des pires conneries. Puis, à un moment donné, justement, dans une scène, on rencontre l'empereur Tétracan. Puis là, l'empereur Tétracan, justement, il fait visiter son bureau. Et là, t'as Mangouste. Dites-moi, c'est quoi cette horreur? L'empereur Tétracan, il arrive, il monte, c'est un hibou robotique. C'est un hibou robotique. Il vaut des milliards. Il est unique en son genre. Et c'est très fragile. Attendez-moi ici, Mango, je dois revenir. Après toi. Oui. Oh, tu es affreux, l'affreux! Il casse, il le remet, il crisse un couteau dans la tête, il revisse la tête, il le laisse là. Puis à la fin, il part, puis là, t'as Tétracan. Très, très étrange, mon goût. Qu'en penses-tu, Hibou? Hibou? Puis là, la tête tombe. Mon goût! Mais je pense que le meilleur gag des Naked Gun, celui que je fais tout le temps, waouh, c'est du génie. C'est que, pour ceux qui n'ont pas vu le film, vers la fin, il y a une scène qui se passe toute dans un stade de baseball, parce que la reine d'Angleterre est là pour l'assister. Puis Frank Drebin sait qu'il y a un des joueurs sur le terrain qui a une arme pour la tuer. Puis il faut qu'il trouve c'est qui. Puis là, il n'y a pas moyen qu'il rentre
sur le terrain. Donc, il assomme celui qui chante l'hymne national, puis il rentre. Et quand il rentre, il est présenté comme Enrico Palazzo. Donc là, il chante l'hymne national, c'est dégueulasse, c'est vraiment mauvais. Puis là, tout le monde l'a eu, il part. Et là, il trouve un autre moyen, il assomme l'arbitre principal, celui qui est derrière le catcher. Puis là, il prend son masque, tout. Fait que là, il passe toute la game à fouiller les joueurs sur plein, c'est du Randy Newman. Puis là, sur plein de prétextes, il fouille les joueurs pour trouver le gun. Puis finalement, il y a un des joueurs qui est là, qui a le gun, qui s'en vient pour tirer sur la reine. Puis il la sauve. Puis là, il sauve la reine. Puis là, il y a quelqu'un dans la salle qui se lève et dit « Mais qui êtes-vous? » Il ôte son masque. Il y a quelqu'un dans la foule. « Hey! C'est Enrico Palazzo! » Mais tu sais, ça fait 10 minutes qu'ils l'ont appelé de même, tu t'en souviens pas, puis il est juste fier. C'est Enrico Palazzo! Je sais pas si c'est clair de maintenant, j'ai compté, là, des fois, c'est oui, vraiment. Puis, tu sais, tu disais, Leslie Nielsen, tu sais, ce gars-là, il a une carrière hallucinante. Je veux dire, il a commencé à faire des rôles dramatiques, puis à un moment donné, il s'est retrouvé dans des comédies, justement, dans Airplane, puis après ça, Naked Gun, puis ça s'est juste enchaîné, puis c'est devenu l'acteur des parodies, mais qui joue toujours ça très sérieusement, très flegmatique, tu sais, il est très pas froid dans son jeu, mais il y a un jeu, tu sais, t'as l'impression que c'est ça, c'est un vrai policier, puis ben oui, c'est un gars qui fait l'enquête, puis il joue ça avec tout le sérieux du monde, c'est un acteur génial quand même. Ah oui, non, il peut pas en avoir deux. Un moment donné, il voulait faire, je pense, un remake avec l'acteur qui a joué dans le remake de... Non, c'est pas vrai. C'est avec un des acteurs, si je les confonds tout le temps. Je pense un des acteurs de... Quoi que c'est? Parce que je me confonds avec l'acteur dans The Hangover qui se fait arracher la dent. Ah, oui. Puis l'autre, c'est Ed Helms. Ed Helms, c'est le gars dans The Hangover. OK, ben je pense que c'est avec lui. Je pense que c'est avec lui qu'il voulait faire une suite. C'est soit lui ou soit le gars qui joue dans Horrible Boss, qui jouait aussi Rusty dans Christmas Vacation, je pense, le remake. Okay, pas Christmas Vacation, mais dans Vacation. Ouais. Qui était une suite remake, là, mais en tout cas, bref, là, c'est une grosse perte de temps ce que je viens de vous dire là. Mais Naked Gun va me faire plaisir encore. À chaque fois que je l'écoute, j'ai hâte de l'écouter, ça me fait vraiment du bien. Super. Si on passe à ton troisième film, qui est une comédie, qui est aussi un suspense, qui est beaucoup, beaucoup de choses, c'est Parasite de Bong Joon-ho, qui est sorti l'année dernière, en 2019. Grand film du cinéma sud-coréen pour faire une... Je me pose la question comment on résume un film comme ça. C'est des gens qui viennent d'un milieu pauvre, qui décident d'infiltrer une famille riche, même pas si riche que ça, mais une famille riche quand même, pas bien. Qui l'est quand même, mais tu sais, c'est pas des multimilliardaires non plus, tu sais, c'est pas des gens, tu sais, ils vont pas chez Bill Gates, tu sais. Puis c'est même pas pour leur voler leur argent, c'est juste pour être dans une place qui est pas leur sous-sol, finalement, tu sais. Oui, exactement, puis de se faire un peu d'argent. On l'a comparé souvent à une espèce de les bougons. Oui. Et avec raison. Et je sais que c'est un peu facile de le mettre dans ma liste de films favoris du moment, vu qu'il est partout. Là, il a gagné la Palme d'Or l'année passée. Cette année, il a gagné l'Oscar du meilleur film. Et du meilleur film étranger, et meilleure réalisation, et meilleur scénario. C'est un record, ça n'a jamais existé dans toute l'histoire des Oscars. C'est du jamais vu. Et moi, je l'ai vu, le film, pas parce que j'aurais aimé ça le voir avant, mais à cause de certains shows, certaines périodes que le film sort. Des fois, j'ai trop de shows et je ne peux pas aller le voir, le film. Et je l'ai vu après tous ces prix-là. Alors, moi, je ne sais pas si ça vous fait ça, mais moi, quand je vois un film qui a tant été aimé, j'ai toujours peur que mes attentes soient trop grandes. Oui. Puis j'ai tout le temps peur d'être déçu pour faire « Ah ouais, tout ça pour ça », parce que je veux pas, tu t'attends à une espèce de sommet qu'on ne peut pas atteindre. Et j'ai essayé de savoir le moins possible sur le film. Je connaissais le réalisateur. Je connaissais un petit peu le synopsis, mais pas plus qu'il faut. Et j'ai quand même tombé des nues. Et c'est pas un film que... Comment je pourrais dire? C'est pas un film comme avec un punch à la fin que tu fais « Oh my God! » Puis là, c'est un film qui va t'habiter. En tout cas, moi, ça m'a habité pendant plusieurs jours. Tout à fait.
voire plusieurs semaines. Il y a des plans là-dedans qui sont magnifiques, qui sont lourds de sens, qui sont... Et encore là, on dirait que j'essaie d'en dire le moins possible pour que les gens qui l'ont pas vu puissent le découvrir. Mais il y a des plans qui sont symboliques, mais cohérents, beaux, fluides. Le film, ça fait pas 3 minutes qu'il est commencé, tu connais parfaitement tes personnages principaux. Ouais. Tu connais la dynamique de la famille, tu comprends tout et c'est d'une simplicité. Et des fois, c'est ça aussi le bon cinéma, c'est de comprendre une situation. Écoute, c'est un film qui se passe en Corée du Sud et moi, je suis au Québec, là, et je comprends cette situation-là, je comprends cette famille-là, je comprends leurs besoins, je comprends ce qui se passe en 3-4 minutes. Et ça, déjà, là, c'est du génie. La manière que la maison des riches est filmée est incroyable aussi. Il y a des plans, je trouvais on était proche de Kubrick, là, dans le sens, avec la musique aussi qui est merveilleuse, la photographie qui est merveilleuse, le jeu des acteurs, encore une fois, c'est culturel. Ils viennent nous chercher tout de suite. Tout de suite, ils sont sympathiques pour nous. On ne connaît pas le père de famille, mais on a tendance à l'aimer. On ne la connaît pas, la mère, puis elle est un peu rough, comme un mal engueulé, mais on sait qu'elle aime ses enfants. Il y a quelque chose d'extrêmement habile. Et je crois que ça, c'est le plus bel exemple de cinéma, c'est le langage universel. Je pense que Chaplin pouvait faire rire n'importe qui, n'importe quand, n'importe quelle époque. C'est démontré. Quand on écoute un Chaplin aujourd'hui, on va rire autant que les gens à l'époque. Puis on va aussi impressionner. Moi, je suis encore impressionné de la séquence dans les temps modernes aussi qui fait du rollerblade. Oui. Les yeux, je sais pas, du patin à roulette, je sais pas comment ça s'appelle, mais les yeux bandés. Puis là, comme mon quatrième étage, là, à chaque fois, j'ai les frissons. Puis j'ai appris dernièrement comment il avait fait le trucage. Et c'est encore extrêmement efficace. Et c'est ça le cinéma. Des fois, on pense qu'il faut chercher loin, loin, loin. Puis des fois, c'est à côté de nous autres. C'est pas plus loin qu'il y a un sel qui marche pas, quelque chose de même, mais qui vient nous parler exactement. Et ça, c'est ça l'intelligence de ce réalisateur-là, que je ne suis pas capable de dénoncer son nom, mais il a fait ça aussi, je trouve, avec le transporteur. Non, c'est le Snowpiercer, oui. Que tu comprends la dynamique en 3-4 minutes du film. Le film aussi avec Okja, le film qui était directement sur Netflix, l'ouverture est magnifique. Là. Est magnifique, simplicité. C'est une carriériste qui s'occupe d'une compagnie. Tu comprends que on est pro-environnement, on fait ci, on fait ça pour la bouffe, pour la fin dans le monde. C'est fluide. C'est magnifique. Les décors, les lieux de tournage sont plus qu'impressionnants. Et il te ferait rentrer dans... Tu peux être fatigué, là, tu reviens de la job, ça ne te tente pas d'écouter un nouveau film parce que tu n'as pas la... Tu écoutes ça, mon Dieu, il y a quelque chose de familier. Et ça, c'est le génie de tous ces films et de Parasite. Je vous le conseille fortement. Et moi, j'ai écouté... je ne savais pas, mais il y a une version française. De Parasite? Oui. Je pensais pas qu'il y avait eu de... Moi, j'ai écouté sous-titré avec des sous-titres. Il paraît qu'une traduction française, je serais curieux de voir ça. Mais... Ouais, je me demande comment c'est traduit, ouais. Oui. Tu savais que tout ce film-là, tu sais, puis tu parlais des décors, justement, pourquoi c'est si magnifique, c'est que tout est tourné en studio, même la rue, le sous-sol où ils habitent, et toute la rue qui en suit, c'est tout un studio. Ouais, ils ont construit une rue au complet. La scène de l'escalier aussi. Ouais. Hey, c'est encore plus tout un studio. Mais moi, oui, vas-y, excuse. Mais c'est ça la force du cinéma, c'est pour ça qu'on célèbre un film comme Parasite, justement, parce qu'ils ont tout construit. La maison dans laquelle la famille vit, c'est un décor. Les deux familles, c'est pas en tant que tel, mais à un moment donné, il y a beaucoup de pluie, ça prend beaucoup d'eau. Ben justement, il faut que tu fasses ça en décor parce que tu peux pas faire ça dans le réel. C'est hallucinant, man. C'est comme Eyes Wide Shut que New York est refait en studio. Oui, exact. Ben voyons donc, moi je l'ai écouté 1000 fois en sachant ça, puis à chaque fois je l'oublie. Je ne pense jamais que c'est tourné en studio, jamais. Puis il y a un plan, moi, dans ce film-là, puis encore là, je ne veux pas le spoiler, c'est juste, il y a le père de la famille plus pauvre qui doit se cacher pour une raison. Puis il entend des gens parler de lui, puis il parle en mal de lui. Puis il fait juste fermer les yeux parce qu'il a honte de lui-même. Puis pour moi, pour
toujours, là, ce qui va symboliser la honte en image au cinéma, ça va être ce plan-là. Lui qui ferme les yeux. Avec l'espèce de honte dans le visage de « je sais que je suis de même puis je peux pas m'en sortir ». C'est tellement venu me bouleverser, ce film-là, ça n'a pas de sens. Ça, on a tous vécu des moments, tu sais, où est-ce que on va dans une espèce de gala ou une soirée hyper chic, puis, tu sais, je veux dire, toi puis moi, on n'est pas les personnes les plus riches sur Terre. Là. Hey. J'ai un Game Boy, moi, tu sauras. 3DS. Oh! Excusez, monsieur, pardon. Mais ça, on a tous ces moments-là où on va chez du monde qui ont plus de choses que nous, puis on revient, puis on regarde nos propres affaires, puis on est comme... Ouais, c'est vrai que j'emmène moins large que je pourrais penser des fois, tu sais. Je te dirais partout je vois, c'est pas mal ça. Ouais, j'ai mon petit Game Boy. Mais c'est ça. Puis, mais, tu sais, même si c'est des gens qui n'ont pas grand-chose, ils ont, eux, tout le long du film, ils se supportent, ils se soutiennent énormément, cette famille-là. Oui, tout à fait. C'est ce qui fait que c'est magnifique. La mère de la mère de Julien Bernatchez, Ginette, que je salue, elle aime beaucoup les films aussi, que c'est des familles fortes, genre, puis elle aimait Les Bougons, parce que c'est une famille qui s'aime. Puis elle aimait beaucoup le film aussi, Les Incroyables, parce que c'est une famille qui s'aime. Oui. Puis c'est vrai, moi je trouve que c'est des facteurs que j'aime un film, souvent ça cause, ben pas souvent, mais ça peut faire en sorte que j'aime un petit peu plus le film. Puis moi je trouve ça drôle que tu dises que quand tu vas penser à la honte dans un film, tu vas penser à cette scène-là. La scène dans Dumb and Dumber, là, quand Harry est sur le bol de toilette, là, à Aspen. Ça, là, dans la version longue du film, là, je sais pas quelle version tu as Je pense vue. pas que j'ai vu la version longue. Elle est plus longue, la scène. Il existe une Director's Cut. Regardons. On va faire une parenthèse là-dessus, la gang, là. Dans la Director's Cut, il finit par dévisser la toilette. Puis il avide par-dessus son épaule dehors. Regardons. Puis t'entends la merde couler en arrière, puis tu le vois. Qu'il a ça sur son épaule, puis ça coule, puis il fait juste des faces de « Oh! Asti que c'est drôle. Tu sais, on s'entend... J'ai vu le 2, genre... T'as-tu vu le 2? Non. OK, bon. Ben, tu sais, c'est très décevant, mais en même temps, j'avais été voir ça, ben, à l'époque, je sortais avec une demoiselle, puis j'avais été voir ça durant l'après-midi, durant le temps des fêtes, j'avais été faire des commissions pour Noël aussi. J'ai rentré, puis elle me dit, puis c'était comment? Puis je me souviens, quand j'étais sorti du cinéma, j'avais fait, ouais, c'est ça, là, il n'aurait pas dû en faire un 2. Puis quand ma blonde de l'époque, elle m'a dit, puis comment tu as trouvé ça? J'ai comme parti à rire. Ben, tu sais, au final, c'est ça, là, tu sais. Ça n'a pas été bien plus loin, ça. Moi, dans le 2, ce qui me fait bien rire, c'est qu'on les voit tout le temps sortir. Mettons, ça va mettre du gaz, ça va manger à quelque part. Puis subtilement, tu les vois sortir un à la fois, ou quelqu'un avec des feux d'artifice. Tu bien relax, là, ils sortent avec des feux. Puis, tu le remarques pas au début, mais là, tu m'as dit, non, il y en achète bien des feux d'artifice. Tu vas pas de rire. Parfait. Écoute, on va faire une petite pause là-dessus. Puis on vous revient, les auditeurs, avec un film que tu as moins aimé, d'un grand réalisateur qu'on va encenser. Oui. Et ton plaisir coupable, que, spoiler alert, je ne l'ai jamais vu lui non plus. Ben là, tu as 10 minutes pour l'écouter. Parfait. J'adore enregistrer On jase de films. Ça me permet de partager avec vous ma passion première qui est le cinéma et avec des invités formidables. Et si jamais vous avez des commentaires, si vous avez des critiques, des choses qu'on pourrait améliorer, des gens que vous voulez que je reçoive à l'émission, écrivez-moi sur Facebook, On jase de films, Instagram, @onjasdefilm. Venez me parler, faites-moi vos listes, vos 3 coups de cœur, les films que vous détestez, les films qui sont des plaisirs coupables pour vous. Je vais vraiment avoir un plaisir fou à vous lire. Sur ce, je retourne avec mon invité pour jaser de films. De retour en jase de films avec Dom Massy, et en première partie, on a passé du temps sur les films Gremlins, Naked Gun et Parasite. Et là, on va y aller avec un film comme je disais avant qu'on aille en pause, d'un super grand réalisateur, là, probablement un des héritiers de Stanley Kubrick, puis je pèse mes mots quand je dis ça.
C'est Panic Room de David Fincher. C'est un film de 2002 avec Jodie Foster, Kristen Stewart, Forest Whitaker et Jared Leto. L'histoire est assez simple. C'est une mère et sa fille qui s'enferment dans une panic room pendant qu'il y a des gens dans leur maison. C'est... De façon très basique, c'est ça. Oui. C'est un film qui, même à l'époque, a été très mal reçu. Puis c'est sûr que Fincher n'était pas le réalisateur avec la gloire qu'on lui connaît aujourd'hui. Il avait fait quand même déjà à ce moment-là... Seven, The Game, Seven, Fight Club. Ah, Alien 3, ça. Mais que, bon, on en reparlera, mais... C'est ça, mais c'était pas mal. Il y avait déjà 3 gros films à son actif. Il arrive avec Panic Room, qui est peut-être son premier film qui a vraiment sa marque, David Fincher, qui a vraiment, qui s'impose dans son style qu'on lui connaît. Puis c'est un peu planté avec ça, mais qu'est-ce que toi, t'as pas aimé de Panic Room? Ben, écoute, j'ai choisi Panic Room parce que c'est un choix crève-cœur pour moi, parce que David Fincher, c'est un de mes réalisateurs préférés. Ce n'est pas j'ai de la misère d'avoir un seul réalisateur préféré, mais il est dans mon coup de cœur sans contredit. J'écoute ses films. Quand ses films sortent, je vois l'après-midi qui sort, la première représentation. Je suis un fan fini de David Fincher. Et Panic Room est un des films que je donne une chance à chaque 3 ans. Je l'ai en DVD. J'ai failli l'acheter en Blu-ray la semaine passée. Je l'ai vu pas trop cher. C'est un film que je donne sa chance à chaque fois et qui me déçoit énormément. C'est-tu le pire film que j'ai vu de ma vie? Non. À l'époque, il y avait eu une critique mitigée, mais il y avait eu un bon box-office quand même. Et, et je lui donne toujours sa chance et il me déçoit à chaque fois. Et j'ai identifié un peu pourquoi il me déçoit tant que ça, ce film-là. Puis je crois que tu as bien abordé. David Fincher, déjà à l'époque, moi, je l'aimais énormément. Et je crois que c'est un film qu'il a fait pour... Excusez-moi. C'est un film qu'il a réalisé un peu pour... ça se fait, là, des fois, que Fight Club n'a pas fait beaucoup d'argent. Il est devenu culte par après. Donc, je crois que c'est un film pour un peu rentabiliser le studio. C'est pas nécessairement un choix artistique qu'il a fait. C'est peut-être un choix plus alimentaire pour éponger Fight Club. Heureusement, ça a été un bon succès au box-office pour lui. Mais ce qui me fait le plus de peine, c'est que la réalisation est bonne, comme tu as mentionné. Il y a de superbes plans faussement séquences, mais il y a des transitions entre le troisième et le rez-de-chaussée. On passe dans les murs, on passe entre des anses de tasses à café. L'ingéniosité de David Fincher est déjà au rendez-vous. Il avait un peu commencé avec Fight Club, avec des scènes des corbeilles à papier de bureau. C'est qu'on est dedans, on pense qu'on est dans une galaxie, puis finalement, on est dans une grosse corbeille avec une cochonnerie. C'est tout le génie de David Fincher est là. Le casting est bon. Étrangement, c'est Jodie Foster qui joue l'actrice principale. Ce n'était pas elle qui était supposée jouer le rôle, c'était Nicole Kidman. Ah ouais. Mais Nicole Kidman a été blessée durant le Moulin Rouge. Donc, elle a dû être remplacée, excusez-moi, j'ai un petit tout. Elle a dû être remplacée par Jodie Foster à la dernière minute. Mais, si on se souvient du film The Game, un autre film de David Fincher qui est réalisé tout de suite après Seven, qui est avec Michael Douglas et Sean Penn, ben, le rôle de Sean Penn était supposé d'être joué par Jodie Foster. Ah ouais. Alors, tout est dans tout. Les trois criminels, ben, il y a Kristen Stewart aussi qui est dans le film. Qui fait sa fille. J'ai jamais trouvé qu'elle était une mauvaise actrice, mais je trouve qu'elle a souvent des mauvais rôles. Et celui-ci est un mauvais rôle, mal écrit. Et ça, c'est la principale cause que j'ai ce film-là. Et on va y revenir. Mais les trois voleurs, je trouve leur casting bon. Je veux dire, même juste la physique de Jared Leto, il y a comme des dreads collés à la tête avec comme une espèce de coat en suède rouge. Forest Whitaker. Oui, Forest Whitaker, qui a vraiment l'air d'une espèce d'homme à tout faire, avec sa petite tuque, son coffre à outils. L'autre, Raoul, qui a une cagoule, qu'on ne sait pas trop c'est qui fait peur. Le trio de criminels est parfait, il est iconique. La maison est iconique. L'histoire aurait pu être vraiment extrêmement prenante. On appelle ça souvent un film à la Hitchcock. Hitchcock aurait pu réaliser un film comme ça, une espèce de huis clos criminel qui se passe en une nuit. Malheureusement, le plus gros défaut de ce film-là, c'est le créateur, c'est David Coates, le scénariste. Et je dis tout le temps ça, là. Moi, c'est mon opinion à moi. C'est pas parce que moi, j'ai pas aimé ça que Panic Room, c'est pas un bon film. Un bon film, c'est le film qui vous plaît.
Oui. Si vous avez aimé Panic Room, c'est parfait, c'est une réussite. Moi, c'est pour ça, il me déçoit, puis même il me fait de la peine à chaque fois que je l'écoute. David Koch, je ne trouve pas que c'est un bon scénariste et encore moins un bon dialoguiste. Qu'est-ce qu'il a fait pour donner une idée? Écoute, ça va faire mal parce que c'est tous des gros films. Il écrit Jurassic Park. C'est lui qui a adapté Jurassic Park dans les dialogues. C'est un très bon film, là. C'est un chef-d'œuvre, Jurassic Park, on s'entend. Mais vous allez voir que ce que je reproche, on peut le retrouver dans Jurassic Park aussi. Il a écrit aussi, co-écrit Mission Impossible, celui de Brian De Palma. Ah ouais, OK. Snake Eyes avec Brian De Palma, il l'a co-écrit avec Brian De Palma. Mission Impossible, je ne suis pas sûr qu'il ait co-écrit avec Brian De Palma, mais il me semble que Brian De Palma avait beaucoup insisté sur plusieurs éléments du scénario. Il a écrit aussi, mon Dieu Seigneur, là, j'ai un blanc. The Lost World, le dernier Indiana Jones. Il y a, en tout cas, ça, c'est ses principaux. Il y a scénarisé et réalisé, je pense, Secret Window avec Johnny Depp. C'est une adaptation d'une courte nouvelle de Stephen King. Et ce que je déteste de lui, c'est ses dialogues qui essayent de faire rire le monde, un peu pince sans rire tout le temps. Et ça marche pas. Dans Panic Room, c'est exactement ça. Là. Dans Panic Room, on a une grosse scène tendue. Puis là, la jeune fille, elle essaie de communiquer avec l'autre voisin, mais ils sont pris dans la Panic Room puis ils n'ont pas de téléphone. Parce que la ligne, ils viennent d'arriver dans la maison puis la ligne n'est pas activée. Fait que là, il y a comme une espèce de petite crevasse. Puis là, ils sont capables de voir que le voisin d'en face est encore réveillé. Donc, avec une lampe de poche, ils font du morse. Déjà là, c'est moyen comme. C'est moyen, là, c'est moyen. Et là, la mère est toute impressionnée par sa fille. Puis, mais aussi que tu as appris ça, ton Titanic. Ah, c'est mauvais comme gag. Tu sais, c'est comme, mettons, quand il découvre la Panic Room, la petite fille passe en trottinette. Tu sais, la petite fille est juste un cliché d'adolescente. Puis elle fait Oh, my room, definitely my room. Puis, tu sais, c'est des astuces dialogues qui se passent pas dans la vraie vie. Un moment donné, elle veut un autre. Tu sais, il soupe. Puis là, tu comprends que Jodie Foster est dans cette situation-là parce que le père de la petite fille, qui était son mari, ben, il l'a quitté pour une jeune femme. Puis là, ils doivent quitter dans Central Park, là, puis un gros appartement parce que le mari est riche. Puis là, elle est déprimée, puis elle boit beaucoup de vin. Puis la petite fille, elle vient pour prendre du coke. Puis elle dit non, t'en as pris assez. Puis la petite fille, elle dit c'est un trou de cul, non. Il te mérite pas. Puis là, t'as Jodie Foster qui prend le coke, puis il en resserre un peu. C'est toujours des petites scènes pour faire. C'est rempli de ça mettons, dans le Jurassic Park, si vous vous souvenez, la scène très bien faite de Tommy, il est dans une clôture électrifiée. Puis là, il n'y a plus d'électricité, mais là, il y a comme un signal qui indique que l'électricité s'en vient rapidement. Et là, le Dr. Grant dit t'es saute, va t'attraper. Puis là, lui, il a peur. Il dit je compte jusqu'à 3, puis à 3, tu sautes. 1, 2, à 3, il se fait électrocuter, il est expulsé par le courant de la clôture. Grant l'attrape. Tommy, puis là, on a peur qu'il soit mort, puis il se réveille, puis il fait 3. C'est du mauvais humour tout le temps comme ça, puis ça me fait chier. Là. Je comprends. Puis sinon, par contre, si on peut encenser David Fincher, c'est quoi ton film préféré de Fincher? Ben, c'est tough à dire parce que t'as des prouesses comme Zodiac. Zodiac. Ça, c'est bon, là. God, je regarde aux 2 ans, puis je suis flabbergasté à chaque fois. C'est malade mental. Puis si vous êtes un fan de Mindhunter, la série, c'est Fincher qui a starté la série, qui a réalisé les 2 premiers épisodes puis les 2 derniers épisodes de la première saison. Ouais. Et si vous aimez Mindhunter, vous allez adorer Zodiac, qui a été réalisé peut-être 10 ans avant. Peut-être même à peu près, oui. 12 ans avant. Et, mais tu sais, je crois que The Social Network est un tour de force incroyable. Tout est parfait dans le film, les acteurs, la photographie, la réalisation, la musique, même, de Trent Reznor, c'est malade. C'est le scénario d'Aaron Sorkin, tout est là. Tout le meilleur du cinéma est réuni dans un seul film avec le sujet qui nous représente le plus notre génération. Puis c'est hallucinant. C'est un tour de force. J'ai adoré son Girl with the Dragon Tattoo, Gone Girl, super sobre, mais tellement puissant en même temps. Ouais, non, c'est un des meilleurs réalisateurs qu'on n'a pas. Et même que Panic Room me fait encore plus mal parce que c'est à partir de Panic Room que David Fincher a renié Alien 3, qui était son premier film. Et quand tu regardes la filmographie de David Fincher sur le DVD,
de Panic Room, parce qu'à l'époque, il y avait ça, là, tu sais, plein de gogos. Mhm. Puis tu vois qu'Alien 3, il n'est plus là, donc il a comme relié, mais je trouve Alien 3 plus intéressant que Panic Room. Ouais, ouais, ouais. Puis je trouve ça intéressant parce que, tu sais, ça, si on revient un peu sur ces films, oui, Social Network, tu sais, ce que je trouve brillant de ce film-là, c'est que c'est un film sur un gars qui crée un site web qui devient important, qui devient Facebook, mais c'est filmé comme si c'était un thriller, comme si c'était un film de police qui court après un criminel, mais c'est pas ça du tout. Mais t'as l'impression d'avoir ce suspense-là tout le long. Puis je trouve même, tu sais, on parlait de Parasite, puis je trouve qu'il y a des liens dans la réalisation de Parasite qui font penser à David Fincher. Oui, tout à fait, oui. La façon qu'il filme la maison, tu sais, les espèces de longs plans, des longs travelling, c'est très, très chirurgical, c'est très froid. Là. Fincher aurait pu faire un Parasite très, très facilement. Ben, il va faire la version américaine avec Will Smith. Non, c'est pas puis, vrai. puis dans la version avec Will Smith, ben, au moins, il va avoir son fils pas loin de lui, là, qui va pouvoir cajoler. C'est drôle. Parce que pendant des années, le film Old Boy était supposé d'avoir Oui. un remake réalisé par Spielberg avec Will Smith. Tu fais tabarnak, on n'aurait pas eu le même film. Vraiment pas. Non. Mais non, Puis, David Fincher, il est incroyable dans tout ce qu'il fait. Là. Puis, ouais. Puis, tu sais, c'est quoi son prochain film à Fincher? c'est pas sûr. Comment il s'appelle? Musk, pas Musk, Mankiewicz? Mank. C'est sur Ouais, quoi? c'est sur le scénariste de Citizen Kane Ah, qui n'a ok. pas reçu les honneurs parce qu'Orson Welles est un peu parti avec tous les honneurs pour Citizen Kane. Puis il faut lui en donner, mais il faut en laisser un peu aussi. Puis Mankiewicz a coécrit ou écrit au complet Citizen Kane. C'est un livre, c'est basé sur un livre que le père de David Fincher a écrit. Ah, ouais, c'est bien. Puis le film va être tourné en noir et blanc dans le style Citizen Kane. Hey, ça, c'est J'ai niaiseux. Là. Non, c'est super. Tout est excitant là-dedans. Ben oui, tout est le fun. Puis justement, c'est un film produit pour Netflix, là. Fait que j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qui va nous sortir avec ça. Puis ça fait un bout qu'il n'a pas fait un film. Ben, Là. c'est Son Gone dernier, c'est Girl. Gone Girl. Ben, parce qu'il a perdu Qui, beaucoup de temps, je pense, sur World War Z 2. oui, qu'il fera jamais, je Non, pense. non, c'est annulé. Ouais. Mais ça, c'était bizarre. Hein? Personne n'avait vu ça venir. Ben, tu sais, c'était comme son projet le plus weird depuis Alien 3, là, carrément. Moi, j'entendais juste Panic Room. Oh, je serai petite. Ça sera plus moi le pire. Ça sera plus moi le pire. Ah, mais c'est hâte d'adapter un livre de son père. Le seul livre qu'il pourrait adapter de mon père, c'est son livre définissant. Ce serait drôle. Une petite histoire sur tout le monde. Ben, j'ai l'impression que ça finirait un peu comme American Graffiti ou Des Days and Confused. Ouais, c'est ça. Que sont-ils devenus par après? Ben écoute, qui sait un jour peut-être. Peut-être. Homer, je pense que c'est me semble, sa photo définissant est clairement sous, il y a de même. Puis sa devise, c'est je peux pas croire que j'ai bu tout ça. Si on finit avec ton plaisir coupable. C'est long tombe sombre, là. Ouais, puis c'est un film que peu de gens connaissent parce que je suis allé sortir pour celui-là le budget et son box-office. C'est Southland Tales de Richard Kelly. Richard Kelly qui avait fait, sauf erreur, un film avant qui était Donnie Darko. Donnie Darko qui est devenu un succès culte. Là. Ouais. Ça n'a pas été un succès de cinéma, mais je veux dire, quand j'étais au cégep, tout le monde regardait Donnie Darko. Mais c'est un maudit bon film. Pour vrai, c'est excellent, Donnie Darko. Je l'ai vu une fois, ça fait très longtemps, avec Jared Leto, encore une fois. Non. C'est pas Jared Leto. Non, c'est dans... Jack Gyllenhaal. Jack Gyllenhaal, ouais. J'ai confonds tout le temps. Mais Southland Tales, ça, c'est un film de 2006. Le budget était 15 millions. Le box-office était de 375 000 $. Fait que c'est un énorme flop. Inexistant. Personne n'est allé voir ça. Inexistant. Ouais. Puis pourtant, puis tu te dis ce film-là sortirait aujourd'hui puis ça ferait des millions juste parce que Dwayne Johnson est dedans. À mon avis, ça ferait pas des millions parce qu'après 2 semaines, le mot serait passé. À mon avis, mettons, c'est un film comme Skyscraper n'a pas fait tant d'argent que ça. À mon avis, lui, rapidement, le monde aurait fait allez pas voir ça.
Ouais, mais t'as aussi Justin Timberlake dans ce film-là. C'est un peu un ovni. Oui. Je l'ai toujours pas vu. Donc, c'est quoi l'histoire? Puis qu'est-ce que t'aimes de ce film-là? OK. En gros, l'histoire, ça, c'est complexe. Là. Je vais essayer de paraphraser le mieux possible. Mais c'est en 2000. Le film se passe en 2008. Le film est sorti en quelle année? 2006. OK. 2006. Le film se passe en 2008, mais dans une Amérique qui a été attaquée nucléairement 2 ans avant, donc en 2006. OK. Ça commence avec une vidéo qui se passe le 4 juillet, la fête nationale, barbecue, pique-nique, des feux de Bengale, puis des enfants qui courent avec des drapeaux, puis tu vois une grosse bombe nucléaire qui explose. Depuis ce temps-là, la Troisième Guerre mondiale ouvre, et ça rappelle vraiment beaucoup l'ouverture de Mad Max 2. OK. Un peu sur la guerre de l'énergie. Puis d'ailleurs, Mad Max 2, c'est un des films préférés de Richard Kelly. Oh mon Dieu! Oh non! Oh, j'ai des allergies. Bon, excusez-moi, je vais recommencer. Donc, le début, ça ressemble vraiment beaucoup au début de Mad Max 2, sur la crise du pétrole. Et un des films préférés de Richard Kelly, c'est Mad Max 2. En gros, ce que tu comprends, c'est que la bombe nucléaire, l'attaque, a fait que le monde est rentré en Troisième Guerre mondiale. Et même les États-Unis sont un peu confinés sur eux-mêmes. C'est-à-dire que passer d'un État à un autre État, maintenant, tu as besoin d'une espèce de passeport ou de preuve d'identité spéciale pour pouvoir voyager. Et là, il y a une crise du pétrole. Et il y a un scientifique qui trouve un moyen de créer de l'énergie qui est capable de distribuer partout à travers le monde, un peu comme du Wi-Fi, avec les marées. Donc, il met une grosse machine dans l'océan et avec la marée, capable de générer une machine qui peut faire fonctionner ta maison, ton automobile, n'importe quoi. Et tout ça, c'est important, puis on l'apprend, parce que là, je ne sais pas comment l'expliquer, mais on apprend que cette machine-là fait en sorte que la planète Terre tourne moins vite de 0,00005%. Genre. OK. Entre-temps, tu as des élections en Californie, et c'est très important, c'est des élections en Californie, et celui qui est en tête utilise beaucoup son beau-fils comme pub, parce que c'est une grosse star américaine. Et c'est The Rock. OK. Et il est porté disparu pendant 2 jours. Et il est retrouvé dans le désert, complètement amnésique. Et avec plein de tatous qu'il n'y avait pas sur le corps. Des tatous de symboles religieux différents. Et on évolue là-dedans. Il y a une espèce de policier aussi qui s'occupe d'enquête policière en Californie encore, qui commence à ressentir des drôles de sentiments. Par exemple, il passe devant un miroir, il fait ça de même, et son reflet va le faire quelques secondes plus tard, même pas une demi-seconde plus tard. Il y a toute cette espèce de sentiment-là que la violence monte tranquillement. Sarah Michelle Gellar est là, une espèce de Britney Spears qui vend des produits, mais c'est une actrice porn qui vend des boissons énergisantes aux jeunes. Et là, si tu décortiques tout ça, c'est un gros film de science-fiction, parce qu'il y a beaucoup d'éléments de science-fiction, malgré que c'est en 2008. Mais c'est toute une espèce de reflet de l'Amérique de cette époque-là, de l'Amérique de Bush. The Rock est un acteur important dans une campagne électorale en Californie, Arnold Schwarzenegger. Sarah Michelle Gellar, c'est clairement une Britney Spears ou cette influence-là. Et ce qui est super intéressant, Sean William Scott, le policier qui, lui, représente une Amérique qui est un petit peu en décalage avec lui-même. C'est toutes des images très, très fortes comme ça, mêlées avec des effets psychédéliques, des tripes de gazateurs. Justin Timberlake, c'était un peu, ça aussi, c'est comme une star qui a été à la guerre. Ça nous rappelle qui? Elvis. Mais il s'est fait défigurer. Et là, il tripe sur une nouvelle drogue. Puis quand il prend cette drogue-là, il devient une rockstar. Puis là, c'est sur du Killers. I got soul, but not a soldier. Et là, c'est un gros trip psychédélique de même pendant 2 heures, 2 heures et demie. Et ça termine. Puis la trame sonore est faite avec beaucoup de tubes des années 80 que j'aime beaucoup. Mais pas super connu, mais que tu découvres. Et du Moby. Et il y a quelque chose de très planant dans le film. Tu finis le film, tu n'es pas sûr d'avoir compris à 100%, mais tu comprends ce qu'il a essayé de te dire. Et moi, je trouve que c'est la force de ce film-là. Il m'avait habité pendant plusieurs semaines. Moi, j'aurais cru qu'il y aurait eu une espèce de reconnaissance quelques années plus tard.
C'est pas venu. Et cette année, ça commence à refaire surface. Salt and Tell, le film Mal aimé, le film Maudit. Oui. C'est le film qui a eu la plus basse cote de tous les temps à Cannes, parce qu'il a été présenté au Festival de Cannes. Et Richard Kelly, dernièrement, en entrevue, il a dit, parce qu'il a presque rien fait après lui, il a réalisé un autre film avec Cameron Diaz, puis l'acteur qui joue dans Sonic, en tout cas. OK. C'est qui? J'ai son visage parce que j'ai vu des images de Sonic, mais... Il jouait Cyclope dans les premiers X-Men. Oui. Puis, c'est pas James Marsden? Je pense que oui, de quoi de même. Ouais. Puis, en tout cas, le film il est super bon, il s'appelle The Box. C'est inspiré d'une nouvelle, puis d'un épisode de Twilight Zone. Le film est très bon. Et quand on parlait de Kubrick tantôt, c'est un film qui peut faire penser à du Kubrick aussi. Malheureusement, le film n'a pas rencontré son public. Et après 3 échecs à Hollywood, souvent, t'es kické out. On commence à parler peut-être d'un retour de Richard Kelly, mais ça fait à peu près 11 ans facile qu'il n'a rien fait, malheureusement. Mais Salt and Tell, ça a pas mal été le plus gros coup de sa carrière, dans le sens ça lui a fait mal. Il disait qu'à la première de Cannes, il n'a même pas été hué. Le monde sortait tout simplement dans le film. Il disait ça fait mal, ça n'a même pas de bon sens. Mais moi, je trouve que c'est un bon film. Il faut que tu sois en forme pour l'écouter. The Rock, il est super bon. Sean William Scott aussi, il est super bon. Michelle Gellar est bonne aussi. Il y a quelque chose de très Big Brother aussi dans le film. Justin Timberlake est très bon. Et moi, je trouve que c'est un film envoûtant. Il ne faut pas essayer de le comprendre complètement à la première écoute, mais il y a un message, il y a quelque chose de très intuitif que tu finis par comprendre dans le film. Wow. J'ai juste une question qui me vient en tête qui est peut-être un peu champ gauche en ce moment, mais tu dis que justement, j'ai l'impression que Richard Kelly n'a pas fait beaucoup de concessions pour faire un film comme celui-là. J'en reviens un peu au Picbois. Vous n'êtes pas nécessairement des gars qui font énormément de concessions. Vous tenez à votre ligne, puis vous y allez. Puis le succès au travers de ça a pu être long. Ça fait combien d'années que vous faites ça? 2 ans. Je pensais que c'était... finalement, le soir à ma question. 2009, je dirais officiellement. 2009, fait que 11 ans que vous faites ça, puis... là, je trouve que maintenant, vous commencez à être reconnu. On a pu vous voir aux Oliviers. On peut vous voir de plus en plus à Juste pour rire quand il y a des galas. Y a-t-il quelque chose dans la carrière de Richard Kelly, si on les met en parallèle, dans laquelle tu te reconnais, puis ça vient de où, cette drive-là, de dire, non, nous autres, on va faire nos affaires, peu importe ce que les gens en pensent? Étrangement, ça ne vient pas d'une confrontation. Ça ne vient pas d'un désir de confrontation, c'est d'un désir de s'amuser. Et de toujours croire en ce qu'on fait, c'est-à-dire que je sais pertinemment que si ça ne nous fait pas rire, on va avoir de la misère à faire rire les gens, tout simplement. Mais ça vient vraiment pas d'une volonté de confrontation face à un establishment. Nous, on le fait comme ça. On sait que ça marche parce qu'on a un gros public. Je sais que c'est pas pour tout le monde non plus, puis on peut juste comprendre ça. Là, si ils ne nous invitent pas à des sucrés salés ou quoi de même, on n'est pas là en train de maudire cette émission-là. On comprend juste que c'est pas notre place, puis c'est bien comme c'est parfait, puis c'est bien fait. Puis c'est ça, il y a du monde qui, des fois, s'associe à nous pour dire hey, c'est de la merde, ça. Non, moi, c'est pas nécessairement parce que c'est pas moi le public cible que je vais pas aimer ce que tu fais. Je vais aimer des shows radio, je vais aimer des émissions de télé, tu vas me faire ouais, pour vrai, mais je trouve qu'ils le font bien, puis c'est ça. Puis Richard Kelly, je te dirais que je le connais pas assez personnellement comme réalisateur s'il y a une tête de cochon, s'il n'a pas écouté personne, ou c'est juste quelqu'un qui a dit ben ça c'est ma vision et voilà. Là. Ouais, c'est plus ça en fait. C'est une bonne nuance que tu apportes, que c'est pas nécessairement dans la confrontation, mais dans le désir de faire ces choses. Puis tu le dis super bien en fait, de le faire pour ton propre plaisir. C'est sûr que Richard Kelly joue à ce moment-là, lui, avec des budgets de 15 millions, de plusieurs millions pour faire ces choses. Puis je comprends que, malheureusement, au bout du compte, si ça ne livre pas, on te coupe. Mais tu sais, quelque chose de très noble aussi, puis quelque chose d'admirable dans le fait de vouloir juste s'amuser, puis de le faire pour son plaisir. Oui, tout à fait, Tu sais, l'autre pareil, puis j'ai souvent entendu, en fait, Kevin Smith défendre Richard Kelly puis Southland Tales, parce que lui aussi, c'est un film qui aime puis il beaucoup. joue dedans, en plus. Hein.
Ah, il y a un petit rôle dedans, ok, Ouais, cool. un petit rôle, ouais. OK, mais tu sais, lui aussi, c'est un gars qui l'a arraché dans les dernières années, puis je sais que son J-Bob Reboot, c'est pas un film incroyable, mais il l'a fait parce qu'il a eu du plaisir, il l'a fait parce que ses amis ont dit oui, puis il l'a fait pour son propre fun. Quelque chose que moi, je peux pas commencer à critiquer des gens qui font quelque chose pour leur plaisir, puis qu'au final, c'était pour ça, tu sais. C'est encore mieux quand ça marche, comme beaucoup des shows que tu as pu faire avec Maxime puis avec Julien. Ben oui, tout à fait. Moi, Kevin Smith, ça, on l'a vu en entrevue. Puis c'est exactement comme tu le décris. Là. Lui, ça lui tente plus de faire le film à 80 millions. Là. Il n'a jamais eu Ouais. un budget à 80 millions, mais tu sais, lui, c'est ça. Là, c'est de passer des films, triper, d'avoir sa vision à lui, de pouvoir le faire comme qu'il veut. Puis je pense qu'il est très heureux de se promener de cinéma en cinéma, de ville en ville, de pays en pays, présenter son film et parler à son public. Lui, il aime ça. S'il aime ça, c'est parfait. Là. C'est ça. Super. Écoute, là-dessus, on va devoir se laisser, mais c'est sûr qu'on fera. Malheureusement, il y a un premier épisode qui est perdu à tout jamais, où est-ce qu'on parlait entre autres de jazz, qu'on a pu parler de plein de beaux films. Mais on va pouvoir, c'est sûr, se revoir un autre tantôt Ben oui, avec grand plaisir, man. pour enregistrer, puis on va parler de plein d'autres films parce que c'est notre sujet préféré. C'est ce que je te dis. On aime ça. Dom, si les gens. Oui. Non, vas-y, toi. Oui, non, c'était juste pour savoir si les gens veulent te suivre sur les réseaux sociaux, où est-ce qu'ils vont? Je suis désormais sur Instagram, mais je connais pas mon nom d'Instagram. Je pense que c'est messi.dom. Tu as commencé à me suivre tantôt. Ouais, pire décision que j'ai eue de ma vie. Ben, je sais. Mais je t'ai pas followé back. Bon. Meilleure décision ever. C'est massi.dom. Ok, tout en minuscule, je pense. Oui. Parce que, ouais. Puis, qu'est-ce que je voulais dire? Sinon, Facebook, les Picbois, ou Dom Massy sur Facebook. Et pour l'instant, avec les circonstances, c'est pas mal ça. Formidable. Ben écoute, ça a été un énorme plaisir de te recevoir encore. Et je m'appelle Guillaume Saint-Cyr et avec Dom Massy, on a jasé de film. Est-ce que je peux te chanter une petite chanson? Vas-y, on va finir là-dessus. Sous aucun prétexte, je ne veux que sur toi ce Rex poser mes yeux. Derrière un Kleenex, je serais mieux. Comment te dire adieu?